Le grand oral du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant la diaspora à Londres continue à susciter encore des réactions dans la classe politique et plus précisément dans la classe des juristes. Des juristes parce qu'il y a eu deux sujets importants ayant trait au droit, la nationalité ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Face à toutes les tergiversations, aujourd'hui nous avons reçu pour vous un juriste, celui-là c'est Léon Mambo. Il est analyste juridique. Bienvenue, maître Léon Mambo. Merci. Voilà. Nous avons deux problématiques, la double nationalité ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Et cela, c'est en vertu de la Constitution. Est-ce que lorsque le chef de l'État, d'abord, il était en train de parler de la reconnaissance des Banyamulenge, le chef de l'État a entravé à la Constitution? Bon, j'aimerais d'abord d'être précis et concis en cette matière parce qu'il y a beaucoup de tergiversations sur ce point. Il y a beaucoup de discussions tant par des juristes et par des non-juristes. Mais nous devons d'abord préciser que l'affaire de la nationalité, n'est pas un fait morphologique, moins encore un fait sociologique. C'est un fait juridique dont on doit laisser l'apanage aux juristes et bien sûr à ceux qui maîtrisent les arcanes judiciaires. En cette matière de nationalité, nous devons comprendre qu'il y a une loi qui réglemente la nationalité. En l'occurrence, la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, une loi qui est expresse, qui a donné beaucoup de nouvelles notions et beaucoup d'expressions par rapport à la nationalité congolaise. De ces faits, nous devons comprendre que le chef de l'État n'a pas entravé la Constitution parce que le chef de l'État n'a fait que reconnu quelque chose qui existait avant. Parce qu'on ne doit pas faire l'amalgame entre la nationalité congolaise d'origine et la nationalité par acquisition. Alors, les cas des Banyamulenge, c'est quel type de nationalité congolaise, soit d'origine ou par acquisition? C'est ça ce que je veux préciser là-dessus. Nous devons se référer à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Nous ne devons pas faire l'évolution diachronique des anciennes lois, parce que la nouvelle loi a abrogé toutes les dispositions antérieures. La loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise définit celui qui est congolais d'origine par trois manières. Il y a les Congolais d'origine par appartenance, où figurent les Banyamulenge, parce que dans cette disposition, on dit tous les groupes ethniques ou nationalités dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo, en l'occurrence la RDC, en 1960. Et la loi est claire parce que la loi ne fait pas une différence de dire quelle est l'ethnie. Est-ce que ça doit être une ethnie congolaise ou ça doit être quelle ethnie? Et nous le savons bien, le principe général du droit dit, là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer. Ou bilex distinguerait non distingumus debemus. Donc, là où la loi a voulu dire quelque chose, elle a dit clairement. Comme la loi n'a pas fait d'abord des différences des ethnies, nous ne devons pas aussi, nous, faire des différences des ethnies. Et la loi ajoute encore en disant ce qui est devenu les territoires en 1960. Donc, ici, on prend en compte toutes les ethnies et les territoires constitués en 1960. Or, les Banyamulenge sont arrivés en 1959. Donc, même avant 1960. Donc, il n'y a pas de débat sur la nationalité des Banyamulenge. Oui, ils sont congolais d'origine par appartenance. Voilà, ils sont congolais d'origine par appartenance, mais leur acquisition pose problème parce que la nationalité s'acquiert individuellement. Le fait qu'ils puissent acquérir cette nationalité en groupe, alors qu'il fallait acquérir cela individuellement, on ne peut pas remettre cela en cause. C'est ça là où la loi est claire. Oui. On parle d'acquisition et des nationalités d'origine. C'est là où le commun des mortels doit faire un distinguo.
au niveau de l'acquisition, c'est pour les étrangers. Or, les Banyamulenge ne peuvent pas faire une demande d'acquisition parce qu'ils sont Congolais d'origine, par appartenance. Imaginez, nous sommes C'est parce qu'on leur a octroyé cette nationalité. C'est par le fait de la loi. Et la loi a déjà tranché. La loi a dit ils sont Congolais d'origine. Or, on parle de l'acquisition. D'origine ou d'origine. Voilà. Donc, je ne parle pas d'acquisition. C'est pour cette raison que je dis il y a une nationalité congolaise préexistante que le chef d'État n'a fait que confirmer, n'a fait que reconnu. On ne va pas donner aux Banyamulenge la nationalité congolaise parce qu'ils le sont déjà. On donne l'acquisition pour des étrangers ou pour des apatrides, pour des personnes qui n'ont pas de nationalité. Or, les Banyamulenge ont une nationalité congolaise d'origine par appartenance. Je donne un cas précis. Prenons l'exemple d'une personne née en 1960 en RDC. Nous parlons du Zaïre à l'époque, ce qui est aujourd'hui RDC. Né en 1960, à l'heure actuelle, il a 60 ans. Donc, l'enfant qui est né là a une appartenance ethnique. D'où il n'y a pas de débat. Il a une appartenance ethnique à une ethnie qui est constituée le Congo en 1960. Donc, nous ne devons pas faire de confusion parce qu'on parle de l'acquisition individuelle pour des personnes qui viennent demander la nationalité congolaise. C'est là que la demande est individuelle. Mais lorsqu'on vient pour les Congolais d'origine, ils sont Congolais comme vous et moi. Nous sommes Congolais d'origine. Comment on peut aller demander encore une nationalité congolaise? Parce que la nationalité congolaise est jalouse. Elle veut être une et exclusive. Voilà, une exclusive, ça c'est selon l'article 10 qui déjà plusieurs législateurs veulent beaucoup plus modifier pour aussi donner l'accès à d'autres personnes de pouvoir avoir cette double nationalité. Il y a aussi notre problème, c'est le problème de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça pose encore des sérieux problèmes. Il y a des interprétations diverses qui fusent presque de partout. L'on se demande, est-ce que le chef de l'État a cette prérogative-là de pouvoir dissoudre le Parlement sans certains préalables? Parce que la présidente de l'Assemblée provinciale a dit, pas l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a dit c'est bien de président, mais il y a certains préalables. Premièrement, il faut d'abord qu'il puisse consulter. Il doit consulter le Premier ministre, les deux présidents de l'Assemblée du Parlement, ce qui fait que même la marge du président de la République sera réduite. Bon, j'aimerais bien être plus exhaustif dans cette question qui est pertinente, qui est aussi d'actualité. La question de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une question qui est juridique aussi, qui est prévue par la Constitution, en l'occurrence dans son article 148. Oui. Heureusement, le Constituant, ou si on peut le dire malheureusement, le Constituant a donné des préalables. Et le Constituant nous a laissé dans un vide juridique, parce que le Constituant lui-même n'a pas défini qu'est-ce qu'on attend par une crise persistante. Parce que le Constituant dit, lorsqu'il y a crise persistante. Et qui doit apprécier cette crise? Tout à fait, c'est dans la continuité de mon argumentaire. Dans le même ordre d'idée, le Constituant est aussi dans un silence coupable qui ne dit pas son nom. Parce qu'on dit, lorsqu'il y a crise persistante. Maintenant, la question est de savoir qui est l'autorité qui peut constater la crise persistante. Le Constituant est muet. Et en tant qu'analyste, en tant que juriste, je dois vous dire, il y a une juridiction habilitée pour interpréter. Et ce que nous faisons ici, nous voulons juste donner la lumière et au moment opportun, c'est à la Cour constitutionnelle d'interpréter ces vides juridiques voulus par le Constituant. Mais cela ne dit pas que le chef d'État n'a pas de prérogatives ou de compétences pour dissoudre l'Assemblée nationale. Le chef d'État a ces prérogatives-là, a ce pouvoir-là voulu par la Constitution, mais alors il faudrait qu'il y ait d'abord de préalables, celle de la crise persistante, celle des avis. Et puis, au niveau des avis, il y a aussi quelque chose à ajouter. Les avis dont dépendent des autorités, tant de l'Assemblée nationale que du Sénat et du Premier ministre, ne sont pas des avis contraignants ou obligatoires.
ce sont des avis consultatifs et moins encore conformes. C'est-à-dire au niveau des avis, l'on doit savoir que les avis-là sont obligés, que le chef d'État passe par ces avis-là, mais ces avis-là ne sont pas contraignants au chef d'État de prendre la position prise par des avis, par des autorités qui ont pris ces avis-là. Ce sont des avis consultatifs, ce sont des avis qui ne lient pas les chefs d'État, parce que ce ne sont pas des avis conformes. Mais alors, nous ne devons pas aussi faire des quiproquos ou de malentendus au niveau de l'article 79 de la Constitution qui donne au chef d'État le pouvoir d'arbitre. Il est le chef, le garant dans des ce cas-là, institutions. je vois, c'est comme si Oui. vous rejoignez même le professeur Bagnakou. Pour le professeur Bagnakou, il dit c'est au président de la République de pouvoir apprécier la crise. Et étant le véritable arbitre dans ce cas de ces deux institutions, c'est à lui que revient la charge de pouvoir dire oui ou non, il y a crise persistante. Bon, je n'entre pas dans ces débats doctrinaires. Je reste juriste. Et Mais lui aussi juriste, cet avis-là ne me lie pas, qui est d'abord contraire selon mes propos, parce que l'arbitre n'est pas synonyme d'arbitraire. Nous ne sommes pas devant un pouvoir discrétionnaire, si on peut le dire, où le chef d'État peut prendre tous les actes. Heureusement, le chef d'État prend pour l'État des droits, qui est l'État qui veille sur la régularité. Dans ce cas, c'est que ça sera beaucoup plus arbitraire, c'est ça. Si le Oui, chef de l'État... c'est ça ce que je dis. Il faudrait faire un distinguo entre l'autorité de la dissolution et l'autorité de la constatation d'une crise persistante. Parce que c'est ça le préalable. Il faudrait d'abord qu'il y ait crise persistante. Qui est cette autorité-là qui est habilitée à constater la crise? Ce n'est pas dit de manière constitutionnelle que c'est le chef de l'État. D'où, en matière administrative, c'est la compétence et d'attribution. Et le chef d'État va prendre cette mesure-là de constater la crise par quel acte? Donc pour vous, c'est que le professeur Bagnakou a dit que c'est un avis qui est contraire que ça revient oui. au président. Non, ça ne revient pas au président de constater, La ça crise. revient au président de dissoudre. Mais les juges de la constatation ou l'autorité de la constatation d'une crise persistante n'a pas été dit de manière expresse par le constituant. D'où nous sommes devant un silence coupable voulu par la Constitution. Parce que vous ne voyez pas, aujourd'hui, si le président parvenait à dissoudre, c'est que lui aussi, un certain temps, il a constaté cette crise. C'est ça ce que je dis. Alors, lorsqu'il constate, il devient certainement aussi Mais cet arbitre. le président est entouré par des juristes. Oui. Le président sait quelle est la conséquence d'aller à l'encontre de la Constitution. Oui, mais... C'est une infraction de la haute trahison qui est prévue. Mais est-ce que la dissolution du Parlement, ça va relever de la haute trahison? Si l'on ne constatait pas par un avis d'abord, mon avis est le suivant, on doit passer d'abord par l'institution qui est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui doit interpréter d'abord ces silences-là voulus par le constituant, qui doit dire d'abord par un avis consultatif que c'est telle autorité qui peut constater la crise persistante. Si la Cour constitutionnelle n'a pas encore dit cela, expressis verbis, l'autorité qui va se donner l'élix de prendre une mesure de constatation va directement aller à l'encontre de la Constitution. Et maintenant, s'il faut revenir par rapport aux avis, et même les avis, parce que parmi les préalables proposés par Jeanne Mabunda, certainement conformément à la Constitution, il parle des avis, il faut qu'il puisse consulter les deux présidents et aussi consulter le Premier ministre. Vous dites que ce sont des avis qui ne lient pas le président, ce ne sont pas des avis qui sont obligatoires. Je dis donc le président peut s'en passer. Tout à fait, c'est un avis. Il y a même d'autres doctrinaires qui disent il peut me prendre les téléphones et il appelle non, je vous tiens informé que je veux devoir dissoudre l'Assemblée nationale. Non, je pense pas le président peut prendre cette mesure-là et le faire suivant cette procédure-là. Parce qu'en matière administrative, nous devons savoir que l'autorité agit sous quel acte, suivant quelle procédure et d'où l'autorité tire sa compétence. Si vous me dites qu'avec légèreté, le président de la République peut appeler, non, je ne pense pas.
Ce sont des avis. Oui. Mais qui ne Janine sont pas Mabunda, contraignants, d'ailleurs. la présidente de l'Assemblée nationale, a raison de dire que ce sont des avis. Et ces avis-là ne sont pas contraignants. Ça ne lie pas le président, mais ipso facto, le président doit passer par là pour la régularité de la procédure s'il échec, parce que nous sommes dans des éventualités. Nous sommes encore sur des éventualités. Nous faisons des analyses s'il arriverait qu'il y ait dissolution. Donc le président doit passer obligatoirement par des avis de ces autorités-là. Ce ne sont pas des avis contraignants, mais ce sont des avis obligatoires qui ne lient pas les présidents, d'où ce ne sont pas des avis conformes. Parce que ce n'est que dans des avis conformes que quand une autorité doit se conformer aux avis d'une autre autorité. Or, ici, le président de la République ne se conforme qu'à la régularité de la procédure. Aujourd'hui, si le président de la République parvenait à dissoudre l'Assemblée nationale, le président pourra être traduit pour haute trahison. Mais parce que l'organe qui peut traduire le chef de l'État pour trahison, c'est l'organe qui a été dissous. Non, ce n'est pas cette procédure-là. La haute trahison, c'est une infraction. Oui. Et en tant qu'infraction, il y a l'autorité habilitée ou l'organe poursuivant du chef d'État. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, mais on parle de l'organe en matière d'infraction. Parce que la haute trahison, c'est une infraction. Et ça ne vient pas de manière d'une saisie directe de la Cour constitutionnelle. Ça doit passer par le procureur près de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est cette autorité-là qui va prendre une procédure. D'abord, il doit commencer en revenant par l'Assemblée nationale, qui sera encore un blocus parce que l'Assemblée nationale sera dissoute. Voilà. Eh bien, devant ces vides juridiques-là, nous restons avec la Cour constitutionnelle et les autorités habilitées, qui est le parquet. Il y aura le Sénat aussi qui sera là. Et parce qu'on parlait de 3/4, si je ne m'abuse pas, il faut que je révise encore. Oui. On parle des 3/4 du Parlement, en fait du Congrès. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale sera dissoute, il y aura le Sénat qui sera en fonction. Bon, nous sommes toujours dans des éventualités. Je veux que nous puissions ne pas donner de brèche à l'inconstitutionnalité ou ne pas donner aussi des béquilles à certaines procédures qui risqueraient d'être inconstitutionnelles. Nous devons rester dans le stade de la régularité et dans le stade du respect de la volonté du constituant. Et tel est le cas, c'est de respecter d'abord le préalable, qui est la crise persistante. Ce n'est pas toute crise qui doit être persistante. Et c'est ça le mal du constituant congolais. Comme on est encore là, nous pensons que des juristes avérés, des juristes formés, doivent d'abord saisir la Cour constitutionnelle pour demander son avis sur l'autorité habilitée de la constatation de la crise persistante. Nous avons vécu cela avec le pouvoir du président honoraire Joseph Kabila. Devant des faits ou devant des vides juridiques, il avait le temps de consulter la Cour constitutionnelle pour des avis. Donc on est là. Si le président paie, c'est une suggestion. S'il peut, par les biais de certaines autorités, saisir la Cour constitutionnelle pour avoir l'avis, pour qu'il ait réellement la compétence de constater cette crise persistante. Voilà, ça donne aussi de la matière à ceux qui veulent qu'il y ait la révision constitutionnelle. Tout ça, ça doit beaucoup plus avoir beaucoup plus d'éclaircissement pour éviter un peu l'imbroglio qui est là pour le moment. C'est bien beau de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, mais il y a certains préalables. Et jusque-là, il y a encore certaines choses qui ne sont pas bien éclairées. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec Juridico. Restez branchés sur nos antennes de Télé 54. À très bientôt. Merci.